Bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour le dernier talk de la journée où j'imagine que vous êtes tous un petit peu fatigués après avoir écouté tous les speakers de la journée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de TensorFlow V2. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui font du TensorFlow? Et qui c'est qui fait du TensorFlow V2 ou qui a essayé? Ok. Donc avant tout ça, je me présente rapidement. Donc, je suis Alexia Audevar, je suis data scientist. J'ai créé ma société il y a 1 an et demi qui s'appelle Datactic, où je fais de la valorisation de données. Je suis également la présidente du Meetup Toulouse Data Science, donc j'habite à Toulouse. Et je suis depuis fin 2018 Google développeur expert en machine learning, ce qui me permet d'être au courant un petit peu de toutes les dernières nouveautés que prépare Google. Et donc j'espère pouvoir vous faire profiter de tout ça pendant ce talk. Alors avant toute chose, je vais vous faire un rapide historique de TensorFlow. Donc TensorFlow, ça a été open sourcé par Google en 2015, donc c'est un framework qui est assez récent, qui est un framework qui est l'un des plus populaires pour faire du deep learning. Et c'est utilisé à la fois pour des chercheurs et à la fois pour des développeurs. Ce qui fait la force de TensorFlow, c'est que c'est un framework qui est flexible. Il est flexible parce qu'il possède des API haut niveau qui permettent d'écrire du code haut niveau de façon à écrire des modèles très rapidement sans rentrer dans tous les petites subtilités. Il supporte différents langages. De base, TensorFlow c'est conçu pour être écrit en Python, mais vous pouvez également utiliser du JavaScript ou du Swift. TensorFlow propose des modèles qui peuvent être entraînés soit sur des CPU, donc votre ordinateur classique, des GPU, donc les cartes graphiques, ou des TPU. Les TPU, c'est les Tensor Process Unit. Donc un tensor, c'est un tableau multidimensionnel. C'est une structure de données donc, qui est utilisée beaucoup dans TensorFlow. Et du coup, Google a développé des cartes qui sont spécifiques pour les calculs de Tensor. Donc vous pouvez les retrouver que sur Google Cloud. Et dernier aspect de sa flexibilité, c'est son déploiement. En fait, on peut déployer à la fois sur des serveurs, à la fois sur des téléphones, donc des smartphones, soit Android, soit iOS, sur Internet, sur des Raspberry Pi, sur des Android Things et plein d'autres choses. Mais du coup, cette flexibilité, elle apporte une complexité. On ne sait pas quelle API haut niveau choisir. On ne sait pas s'il faut choisir une API bas niveau ou une API haut niveau. On ne sait pas s'il faut choisir un mode d'exécution ou un autre. On verra tout à l'heure qu'il y a 2 modes d'exécution. Du coup, les équipes de TensorFlow, elles ont entendu tout ça. Elles ont surtout vu qu'il y avait pas mal de gens qui commençaient à abandonner TensorFlow pour aller vers PyTorch. Et elles ont créé un nouveau framework, donc la version 2, mais qui se base quand même sur la version 1, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de nouveautés. Pour faire un framework qui permette à la fois de prototyper rapidement, mais aussi de débugger facilement et de faire des solutions, des modèles qui soient industrialisables et scalables. Ils ont aussi pris en compte le fait que la documentation elle n'était pas terrible. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le malheur de la regarder, mais on s'y perd vite. Et l'API, il y avait plein de petites choses qui faisaient que c'était quand même pas très intuitif. Donc tout ça, ça a donné naissance à TensorFlow V2 Alpha. Donc la version TensorFlow V2 Alpha a été annoncée lors du TensorFlow Summit en mars 2019. Au courant du printemps, donc on a déjà commencé le printemps, mais d'ici peu, on devrait avoir une version release candidate. Et il y aurait une version finale, on espère, d'ici la fin de l'été. Pour installer TensorFlow V2 Alpha, vous avez cette petite commande Python qui vous permettra d'avoir TensorFlow sur votre machine. Qu'est-ce qui a changé? 3 axes. Le premier, c'est rendre le framework beaucoup plus facile d'utilisation, beaucoup plus clair d'utilisation et beaucoup plus flexible. Il est déjà flexible, mais ils vont le rendre encore plus flexible. Donc on va avoir toutes les nouveautés et en quoi ces 3 points sont bien traités. Donc le premier, on va parler des API haut niveau. Les API haut niveau,
Donc là, je vous ai mis 3 frameworks de deep learning. Donc il y a TensorFlow, c'est bon, vous avez compris, c'est fait par Google. Theano, c'est fait par un institut d'intelligence artificielle qui est au Canada qui s'appelle le MILA. Et CNTK, c'est porté par Microsoft. Donc ça, c'est 3 frameworks de deep learning qui vous permettent de faire des modèles. En dessus de ces frameworks-là, il y a un framework qui s'appelle Keras, qui est un framework haut niveau qui a été développé par un Français qui s'appelle François Chollet, qui travaille chez Google maintenant. Et François Chollet a développé ce framework pour participer à des compétitions Kaggle et pour se simplifier la vie. Du coup, il a open sourcé son framework de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. TensorFlow, lui, s'est dit, on va prendre Keras et on va l'intégrer également dans notre API. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est que Keras, c'est open source, ça va continuer à vivre sa vie normalement. Et en parallèle, TensorFlow intègre Keras, mais déjà depuis quelques versions, dans ses API. Du coup, ça veut dire qu'on a 2 versions de Keras quand on utilise TensorFlow. Soit on utilise le Keras haut niveau, soit on utilise le Keras de TensorFlow. Et ce que j'ai encore oublié de vous dire, après je vais essayer de plus oublier, c'est que quand vous êtes sur une API Keras, en fait, pour que ça marche, il faut forcément installer un backend. Donc il faut soit utiliser TensorFlow, soit Theano, soit CNTK. Donc ça, c'était le modèle d'API dans TensorFlow V1. Vous avez une API en bas, vraiment bas niveau, où vous écrivez tout. Et en haut, vous aviez 2 API au niveau. Vous aviez TensorFlow Keras, donc le Keras qui est intégré dans TensorFlow. Et puis, vous avez l'API Estimator. Et l'API Estimator, pour marcher, elle s'appuyait sur la couche de milieu qui est TensorFlow Layer. Du coup, pourquoi on avait 2 API de haut niveau? Ça paraissait un petit peu surprenant. En fait, il y avait une API TF Keras qui était fait pour faire des modèles simples. Donc, dès que vous vouliez prototyper rapidement, c'était l'API qu'il vous fallait. Et puis Estimator, c'était l'API quand vous voulez vraiment industrialiser votre code et faire quelque chose de scalable, vous utilisez Estimator. Dans Estimator, vous voyez, il y a 2 briques, donc on va détailler un petit peu pour que ce soit plus clair. Il y a Premade Estimator, en gros, c'est des modèles qui sont déjà conçus, c'est des modèles in a box. Vous les prenez et puis vous pouvez les utiliser tels quels, vous n'avez pas besoin de les entraîner ou faire quoi que ce soit. Et Custom Estimator, ça c'est des modèles que vous allez récupérer, enfin que vous allez construire de vous-même, et puis ils vont vivre leur vie de modèle. Du coup, en version 2, ce qui a changé, c'est que TF Layers a disparu. TF Keras est devenu l'API recommandée par TensorFlow, et Estimator continue à être là, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent Estimator, donc pour l'instant, elle est toujours là. Mais tous les efforts vont être portés sur TF Keras. Donc si, à l'heure actuelle, vous voulez développer des nouveaux modèles, je vous conseille d'utiliser plus Keras que Estimator. On va rentrer un petit peu dans le détail du code, et en particulier de Keras. Donc là, vous avez un code Keras version TensorFlow V1. Donc ce code, il est assez simple. Vous avez un modèle séquentiel. Donc un modèle séquentiel, c'est une stack de couches. Donc vous avez une couche flatten, une couche dense, une couche de dropout et une autre couche de dense. Vous compilez tout ça, vous l'entraînez et vous l'évaluez. Donc ça, c'est ce que fait le code. En TensorFlow V2, préparez-vous, attention, voilà le code. C'est exactement le même. Donc ça, c'est assez magique. Même Gérard Majax, il n'arrive pas à faire des trucs pareils. Du coup, vous allez me dire qu'est-ce qui a changé. En fait, ce qui a changé, c'est l'implémentation qu'il y a derrière ces API. TensorFlow V2 prend vraiment en compte tout ce qu'il y a dans TensorFlow pour optimiser Keras. Donc le code vous paraît le même, mais derrière, c'est beaucoup plus optimisé. Alors, en particulier, il y a les optimizers. Avant, il n'y avait pas d'optimizer dans le package de Keras. Donc là, maintenant, il y en a un paquet, ADA Delta, ADA Grad, ADAM, ADAMax, etc. Il y a également des metrics. Donc vous avez en bas, vous voyez, il y a top K, categorical accuracy, true positives, etc. Mais vous pouvez aussi créer vos propres metrics en créant vos propres classes, par exemple, comme la classe loterie en haut de l'exemple. Les fonctions de coût, pareil. Elles n'y étaient pas dans TensorFlow Keras. Maintenant, elles sont là et vous pouvez aussi écrire vos propres fonctions de coût.
Ça, c'était le code quand vous vouliez écrire des réseaux récurrents, des réseaux de neurones récurrents, avec TensorFlow V1. Donc quand on écrit des réseaux récurrents, souvent on utilise du LSTM, entre autres. Là, il fallait faire un test pour savoir si vous voulez exécuter votre code sur un GPU ou pas. Donc vous testiez d'abord, est-ce qu'il y a un GPU qui est disponible sur la machine? S'il est disponible, alors j'utilise telle API, donc une API spécifique GPU. Sinon, j'utilise l'API standard. Du coup, c'était un petit peu galère, parce qu'à chaque fois dans le code, il fallait qu'on mette des ifs and else pour savoir en fonction de comment on allait entraîner notre modèle. En version 2, c'est beaucoup plus simplifié. C'est la même ligne de code si vous êtes en CPU, TPU ou GPU. Par contre, derrière, en fait, c'est le code, enfin c'est le framework qui va vous faire le ifs and else que vous faisiez avant. Autre chose, on a vu qu'on pouvait faire un modèle Keras de manière séquentielle, donc c'est une succession de couches. On peut aussi utiliser l'API fonctionnelle de Keras. Donc ça, en fait, ce que ça permet de faire, c'est, par exemple, vous avez un modèle avec 3 couches, et en fait, vous vouliez relier la première couche à la troisième. En fait, en séquentiel, vous ne pouvez pas le faire. Du coup, en fonctionnel, vous pouvez faire des branchements un petit peu bizarres comme ça. Et dernière façon de créer des modèles, c'est en créant vos propres classes. Donc vous pouvez créer vos propres classes de layer ou de modèles, comme c'est stipulé sur ce slide-là. Autre fonctionnalité qui est top, avant, quand vous vouliez préparer vos données et les donner à Keras, même si le Keras était intégré dans TensorFlow, vous ne pouvez pas utiliser directement les modèles de TensorFlow. Donc, par exemple, le package tf-feature-column est un package qui vous permet de préparer toutes vos données. Ben ça, en fait, avant, vous ne pouviez pas prendre directement ce format-là et le mettre dans vos modèles. Là, maintenant, c'est complètement intégré. Donc, c'est quand même super pratique. Et autre chose qui est super pratique, c'est TensorBoard. Donc, TensorBoard, c'est l'outil de monitoring de TensorFlow. Ça permet de savoir comment votre modèle apprend et puis de monitorer certaines variables, certains comportements. Pour ça, vous créez un callback TensorBoard, et vous mettez votre callback dès lors que vous allez entraîner votre modèle. Et comme ça, vous pourrez visualiser toutes vos modifications dans TensorBoard. Donc ça, c'était les API haut niveau. Donc, en gros, c'est maintenant TF Keras, et c'est pleinement intégré à TensorFlow. Alors sur le slide, ça marche super bien. En vrai, on n'est qu'à la version alpha, donc il y a encore quelques petits bugs. Je préfère vous prévenir avant que vous m'envoyiez plein de tweets méchants. Autre modification qui est super importante, c'est le mode d'exécution. Il y a 2 modes d'exécution dans TensorFlow, il y a le mode graph et le mode eager. Le mode graph, c'est un peu comme quand on a commencé à l'informatique, on avait des cartes perforées. Où en gros, on écrivait nos modèles, enfin nos programmes en faisant des trous dans des cartes. Et puis, à un moment donné, on allait mettre la carte dans la machine et on priait pour que tout se passe bien parce qu'on n'avait rien pu tester et débugger avant. Là, le mode graph, c'est exactement ce principe-là. On créait un modèle. Donc, dans ce modèle, on avait des placeholders, des variables, des opérations. Ça créait des nœuds. Après, on créait des couches. Bref, on faisait plein de trucs, ça créait un gros graphe, et puis une fois que le graphe était créé, c'est là où on le testait. Et donc on ne pouvait pas débugger en plein milieu du graphe. Donc c'était pas super pratique. Du coup, ça c'est un test, le code de TensorFlow V1. Donc on importait TensorFlow, on crée un graphe. Donc là on va créer un graphe qui va prendre 2 variables, x et y, et qui va les additionner pour créer z. Donc pour ça, on crée des variables qu'on appelle des placeholders. Des placeholders, c'est on crée une variable, mais pour l'instant, elle n'est pas setée et on la settera plus tard. Donc on crée une variable x de type float, on crée une variable y de type float, on crée une variable z qui est la multiplication de x et de y, et après on crée une session. Donc la session, c'est ce qui va nous permettre de créer notre graphe. Et dans la session, on va faire un session.run de z. Donc on va se dire, dans la session, je veux exécuter z, donc je veux que ça fasse x par y. Par contre, je ne connais pas les valeurs de x et y, donc je lui donne en paramètre x à 3 et y à 16, et
3 fois 6 égale 18. Donc c'est bon, il a bien exécuté le code. Donc là, on est vraiment dans le mode graphe. Donc vous voyez, c'est quand même pas super intuitif. C'est une question d'habitude. L'avantage du mode graphe, c'est que c'est super performant en fait. Dès lors que vous construisez votre modèle comme ça, vous allez avoir des performances qui vont être exceptionnelles. En mode Eager, c'est un mode un peu plus proche du Python. On va exécuter chaque ligne. Donc là, on importe les librairies. On crée 2 tableaux, donc A et B. Et puis on additionne les tableaux A et B. Et on a de suite la réponse. Donc vous voyez qu'à là, à aucun moment, on a créé de session, de graphe ou quoi que ce soit. Ça s'est exécuté comme si on était en Python. Donc ça, c'est super pour débugger. Par contre, c'est pas super performant. Pour ça, du coup, ils ont créé la fonction autographe. La fonction autographe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre une fonction qui est de type Eager et elle va le transformer en graphe. Donc là, on reprend l'exemple. On a A et B, donc c'est les mêmes tableaux. On crée une fonction qui va faire l'addition de A et B, où on met un décorateur TF fonction, et on fait un print de cette fonction. Et du coup, ça nous donne bien 1 plus 2 égale 3 et 2 plus 5 égale 7. Donc on a bien le bon résultat. Mais par contre, derrière ça, comme on a mis un arrobase TF fonction, ça a créé un graphe. Alors pour voir comment le graphe est créé, il y a une fonction tf autographe.toCode qui va afficher en fait le graphe en format string. Donc là, on voit qu'on a bien notre graphe avec le add, le A et le B. Donc quand on fait un autographe, on n'a pas besoin de mettre de décorateur en haut, parce que de lui-même, en fait, il va savoir que c'est une fonction avec un décorateur. Donc du coup, si on avait à résumer ça, on a 2 modes, Eager et Graph. Eager, c'est style pythonique, donc si vous faites du Python, c'est très simple. On peut le débugger, c'est facile à apprendre, c'est dynamique, c'est real-time. Et le mode Graph, là c'est un DSL, c'est un peu plus compliqué. Les performances, par contre, sont très bonnes. Il y a beaucoup de tutoriels sur Internet pour faire ça. Par contre, c'est très dur à débugger. Et puis, le graphe, il est statique. On ne peut pas le changer comme ça. Donc ça, c'était pour la deuxième partie. Maintenant, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Et si on veut migrer son code de la V1 à la V2, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? C'est qu'en fait, il y a à peu près 100 changements dans l'API. Il y a des namespaces qui ont été réorganisés, il y a des fonctions et des classes qui ont été renommées, il y a des symboles qui ont été supprimés, des arguments qui ont été changés, et des valeurs par défaut qui ont été changées aussi. Donc voilà quelques exemples. Là, c'est un namespace. Avant, il s'appelait random underscore normal. Maintenant, il s'appelle random. Enfin, maintenant, la fonction normal est dans le package random. Donc on a un nouveau namespace. Autre exemple un peu plus tricky, donc dropout, c'est la fonction qui permet, lors d'une phase d'apprentissage, de dire certains neurones, je les désactive pour cette phase-là. Donc quand on a keep probabilité à 0,7, ça veut dire qu'on va garder 70% de nos neurones et que les 30 autres %, on va les supprimer lors de l'apprentissage, aléatoirement. Mais là, en fait, maintenant, c'est différent. Au lieu de mettre le pourcentage qu'on garde, on met le pourcentage qu'on enlève. Donc il ne suffit pas juste de changer le keep prop par rate, il faut aussi savoir que ce n'est plus les mêmes valeurs qui sont attendues. On peut aussi réordonner des arguments. Là, par exemple, dans cette fonction-là, le name est en avant-dernière position, et maintenant, dans la version 2, il est en dernière position. Donc vous voyez que c'est quand même un petit peu compliqué de faire ça à la main. Donc pour ça, ils ont quand même été plutôt sympas avec nous. Et ils ont créé de la doc, qui est plutôt bien faite, avec des best practices et des guides de migration. Il y a certaines fonctionnalités qui étaient en V1 qui n'existent plus en V2. Mais du coup, comme ils veulent quand même que ça continue, qu'on puisse quand même continuer à faire tourner notre code, ils ont migré une partie de ce code-là dans le package TF compat V1, alors qui n'inclut plus le TF contrib. Le TF contrib, il a complètement disparu. Ils ont créé un script qui permet d'upgrader des fichiers Python.
Et puis, il y a un autre GDE en machine learning qui devait s'ennuyer et qui s'est dit, je vais créer un script pour migrer des notebooks Jupyter. Donc, au lieu que ce soit un script pour des points API, c'est des points IPNB. Alors voilà un exemple. Donc, on ne va pas s'attarder sur le contenu du code, c'est pas trop important. C'est pas trop important pour ce cas-là. Là, on va télécharger donc, le point Python à partir d'un notebook CodeLab. Donc, on a notre point Python. On va exécuter la fonction tf upgrade v2 en donnant le fichier d'entrée et le fichier de sortie. Donc on exécute ça. Attention, suspense. Tout va bien. Et on va regarder les logs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, par exemple, il a rajouté un keyword dans la fonction multimonial. Ici, il a renommé une fonction par une autre fonction. Et ici, c'était des fonctions qui existaient en fait en V1 mais qui n'existent plus en V2. Donc du coup, il a pointé vers le package tf-compat-v1 dont on parlait tout à l'heure. Et si on exécute le code, attention, hop, bah, ça a l'air de marcher. Donc tout va bien, on est sauvé. Voilà pour la partie update. Autre feature qui est super importante. Maintenant, on commence tous à faire des modèles qui sont un petit peu plus gros. On a besoin de plus de puissance pour calculer. Donc, du coup, ils ont continué à travailler sur tout ce qui était stratégie de distribution. Donc là, on a un code Keras avec un modèle séquentiel où il y a 3 couches denses qu'on compile. Si on veut l'exécuter sur plusieurs GPU, il suffit de créer un objet stratégie qui va être de type mirrored stratégie et puis exécuter tout le code qu'on a vu précédemment dans le scope de cette stratégie. Et donc là, en fait, tout votre code est automatiquement porté en multi-GPU. Autre exemple, si on veut faire du multi-node et du multi-GPU, bah, il suffit juste de changer la stratégie et après le code reste exactement le même. Et dernier exemple, si on veut faire la même chose mais en multi-TPU, bah, c'est pareil, on crée une stratégie, on fait le scope et voilà. Vous aurez pu voir que le package il s'appelle TF Distribute Experimental. Il y a Experimental parce qu'en fait pour l'instant ça ne marche pas très bien. Donc c'est ce qu'ils sont en train d'améliorer. Par contre le premier, celui-là il marche bien, vous pouvez y aller. Alors d'autres add-ons qui sont intéressants, la sauvegarde de modèles. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de sauvegarder des modèles en V1, mais c'était un petit peu l'enfer. En fait, ça a sauvegardé plein de checkpoints, et puis après, quand vous voulez reloader vos modèles, ça a reloadé tous les checkpoints, et des checkpoints, il arrivait à recréer le graphe, et ainsi de retrouver vos modèles. Du coup, pour partager vos modèles entre les différents frameworks de l'écosystème, c'était quand même pas super simple. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un nouveau système de sauvegarde de modèles qui est basé sur plusieurs fichiers et qui permet vraiment de sauvegarder les poids, de sauvegarder la structure du modèle et de permettre une interopérabilité entre tous les acteurs de l'écosystème. TF Dataset, ça c'est une collection de jeux de données qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc vous avez plein de jeux de données dispo. Vous avez des jeux de type audio, des jeux d'images, des données structurées comme le Titanic. Je pense que certains d'entre vous ont déjà joué avec ce jeu de données-là. Du texte, des jeux de données de traduction, des jeux de données vidéo. La liste là, elle a été raccourcie, il y en a beaucoup plus que ça. Et pour utiliser ces jeux de données, vous avez différentes façons, mais l'une dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle qui est encadrée en orange. Donc vous utilisez l'API TensorFlow Dataset, vous faites un builder où vous mettez juste le nom du jeu de données que vous voulez récupérer. Après, vous faites un download and prepare, donc ça va vous télécharger votre jeu de données sur votre machine et puis ça va vous commencer à vous préparer dans le format qui va bien vos données. Et puis après, vous pouvez faire un builder as dataset et vous avez votre dataset. Donc voilà pour les jeux de données.
L'écosystème TensorFlow, donc il y a plein de projets qui existent, encore plus que ce qui est écrit sur ce slide-là. Donc TensorFlow Federated, c'est un projet qui permet de gérer des modèles avec des données distribuées. TensorFlow Privacy, ça permet de gérer tout ce qui est privacy. TensorFlow Agent, c'est un framework pour du reinforcement learning. TensorFlow Probabilité, c'est tout ce qui est inférence statistique et probabilité. TensorFlow Texte et Séquence, ça va être tout ce qui est traitement des données, des chaînes de caractères en UTF-8 et puis l'utilisation des RAG tensors qui sont des tensors particuliers. Mesh TensorFlow, c'est un produit qui est utilisé beaucoup par les chercheurs pour faire du traitement distribué. Et Sonnet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça fait un peu le buzz il y a quelques temps. C'est DeepMind qui a développé en fait son propre framework par-dessus TensorFlow. Donc du coup, qu'est-ce qui a changé dans TensorFlow? L'API est beaucoup plus simple à utiliser. Maintenant, il n'y a plus qu'une API au niveau. Qui est recommandé d'utiliser CTF Keras, donc au moins c'est clair et c'est plus flou comme ce l'était auparavant. Le mode d'exécution par défaut, c'est le mode Eager, mais vous pouvez toujours faire du mode graph en mettant des décorateurs avec TF fonction et utiliser autographe. L'API est beaucoup plus claire, toutes les fonctions dupliquées ont été supprimées, l'API est beaucoup plus intuitive. Et puis surtout, il y a une compatibilité entre tous les différents projets de l'écosystème, ce qui fait qu'on ne se casse plus trop la tête à essayer de passer un modèle d'un projet à un autre. Et puis l'API, elle est encore plus flexible. Alors ça, on n'a pas trop eu le temps d'en parler parce qu'on n'avait que 30 minutes. Toute l'API bas niveau, avant, il y avait des parties qui nous étaient un petit peu cachées. Là, c'est complètement tout accessible. Il y a un nouveau package qui s'appelle TF-ROAPS, où dedans, vous retrouvez tous les opérateurs internes. Et puis, surtout, il y a plein d'interfaces que vous pouvez hériter, comme variables, checkpoints et layers, qui ont été en particulier utilisés par DeepMind pour faire le projet Sonnet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelques tips. Il y a 3 MOOC qui ont été annoncés lors de TensorFlow Summit. Un MOOC chez Udacity, donc introduction à TensorFlow pour le deep learning. Un MOOC chez Deep Learning AI, donc pareil, du basique au maître. Et puis un MOOC sur FastAI. Alors lui, il est un petit peu différent parce que c'est pour faire du Swift. Donc si vous voulez embarquer du TensorFlow dans des produits Apple, c'est assez intéressant. Il y a également le TensorFlow DevPost. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Personne ? Donc ça, c'est un jeu qui a été lancé par les équipes Google. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir ce que les gens peuvent faire de fun avec l'API V2 de TensorFlow. Donc vous pouvez créer du code et leur soumettre. Il y aura un jury et le gagnant gagne alors une place pour la conf OREI TensorFlow World qui aura lieu du 28 au 31 octobre 2019 et je crois que c'est à San José. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et on n'a plus qu'1 minute, donc du coup, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, je peux les prendre après le talk. Et je voulais juste remercier en fait toutes ces personnes qui m'ont permis de faire le talk. Donc les slides seront disponibles. Je me suis pas mal inspiré de toutes les annonces qui avaient été faites à TensorFlow Dev Summit. Je vous conseille de le regarder. Les posts de Margaret Ménard qui sont vraiment top. Le GitHub de Aurélien Guéron, qui est un Français, qui fait un excellent travail pour rendre accessible TensorFlow. Donc il y a 5 ou 6 notebooks qui vous permettent de bien comprendre tout ce qui est fait. Thibaut Neveu, qui est un jeune YouTuber vraiment à suivre et excellent, qui explique toutes les nouveautés de TensorFlow. Et puis après, toutes les discussions que j'ai eu la chance d'avoir avec les équipes de TensorFlow et de GDE. Voilà. Merci beaucoup.